Côté micro, c'est Mahdi Kantaoui. Chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous allez bien. Il est très exactement 12h33 sur le plateau d'RTCI. Je remercie l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, à savoir Tarek Drissi pour sa précieuse collaboration technique et Sofiane Benjima côté création de contenu digital. Dans Autour de midi, en ce mardi 11 novembre 2025, j'ai le plaisir de recevoir parmi nous sur le plateau d'RTCI une invitée pour parler d'un sujet toujours d'actualité et qui nous concerne tous, à savoir stress, dépendance et quête d'échappatoire, comprendre et combattre les nouvelles formes d'addiction dans notre société moderne. Dans un monde où le stress et la dépression du quotidien ne cessent d'augmenter, de plus en plus, des personnes cherchent refuge dans des comportements addictifs, tabac, alcool, écran ou autres substances. Donc ces dépendances, souvent perçues comme des échappatoires, deviennent rapidement de véritables pièges qui fragilisent la santé physique, mentale et sociale. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir mon invité. Il s'agit de Dr Fetten Driss, qui est médecin, tabacologue et addictologue à l'hôpital Razi et experte en communication. Bonjour Dr Fetten Driss et soyez la bienvenue parmi nous sur le plateau d'RTCI. Merci beaucoup Mahdi. Bonjour à tous nos auditeurs, nos chers amis. Je suis très ravie d'être parmi vous sur les ondes d'RTCI pour parler de ce sujet d'actualité. Merci pour ce choix pertinent. C'est vraiment à la page et c'est la maladie du siècle pratiquement. Tout à fait. Alors docteur, avant tout, pouvez-vous nous expliquer ce que c'est qu'une addiction et comment elle se développe chez un individu? Au fait, l'addiction, c'est simplement une consommation de substances ou bien un comportement qu'on continue à perpétuer de manière compulsive, c'est-à-dire involontaire. C'est plus fort que nous, il y a une perte de contrôle et souvent, soit on recherche un effet positif, soit on essaie de se soulager d'un effet négatif. Donc, cette addiction-là, elle peut, comme je l'ai dit, résulter d'une consommation d'une drogue. Et là, on appelle plutôt les substances consommées substances psychoactives, c'est-à-dire ça agit sur le cerveau, ou bien un comportement qui agit aussi sur le fonctionnement du cerveau. Et là, on parle d'addiction comportementale. D'accord. Alors, aujourd'hui, on parle beaucoup d'addiction aux écrans, notamment au téléphone portable. Peut-on vraiment la considérer comme une forme de dépendance comparable à celle du tabac ou de l'alcool? Certainement, les effets sur le cerveau sont les mêmes. Définissons l'addiction comme une maladie chronique à rechute qui touche le fonctionnement normal du système nerveux central, c'est-à-dire du cerveau. L'addiction comportementale aux écrans, aux réseaux sociaux, aux jeux pathologiques, les jeux d'argent, etc. Toutes ces formes d'addiction touchent le cerveau de la même façon, elles ont le même impact, la même gravité, elles conduisent in fine aux mêmes conséquences, aux mêmes répercussions mentales notamment, parce que là, on est là en train de parler d'une maladie mentale et on observe carrément les mêmes troubles. Très bien. Peut-on parler de l'usage excessif du téléphone portable comme d'une nouvelle drogue au quotidien? Absolument, c'est assimilé à une nouvelle drogue du moment qu'on ne peut plus s'en passer. Donc l'addiction, c'est la perte de contrôle. Si on ne peut plus lâcher son écran ou son téléphone à longueur de journée, parfois les jeunes, ils s'endorment avec le téléphone carrément. Même les adultes, hein, on est tous concernés. Hein. Même les adultes, mais tu m'as tendu la perche et je te remercie pour ça parce que vraiment ça touche avec prédilection les jeunes. Pourquoi? J'explique ça très très brièvement. Le cerveau humain, il est en phase de croissance jusqu'à l'âge de 25 ans. Jusqu'à cet âge-là, il y a une vulnérabilité du cerveau pour qu'on tombe plus facilement dans la consommation de substances ou dans les addictions comportementales par rapport à l'âge adulte, tout simplement. Donc les jeunes, c'est toujours un âge à risque où il y a une vulnérabilité particulière. Et si on ne s'en passe plus, si on ne
contrôle plus l'usage aux écrans. Oui. C'est devenu un usage excessif qui dépasse les normes, un usage problématique qui pose problème. On a dépassé les normes. On n'est plus dans le normal, on est dans le pathologique. Très bien. Alors, quelles sont les formes d'addiction les plus répandues aujourd'hui, que ce soit en Tunisie ou bien dans le monde ? Eh bien, dans le monde et en Tunisie, c'est pratiquement pareil. L'épidémiologie tunisienne n'est pas très différente par rapport aux substances. Et je pense qu'on y reviendra dans d'autres épisodes. Oui. On a en tête de liste le tabac et l'alcool. Le tabac qui est vraiment un fléau en Tunisie. Un fléau mondial. Un fléau mondial, mais vraiment en Tunisie, c'est alarmant. On a presque un homme sur deux qui fume. Ah, vous avez des chiffres, hein? Oui, oui, allez, oui. Allez-y alors. Oui, on a pratiquement un homme sur deux qui fume en 2019. En 2025, la situation est plus grave. On a une féminisation du phénomène. On a pratiquement des jeunes qui fument à l'école primaire. Est-ce que les femmes fument plus que les hommes en Tunisie? Pratiquement autant que les hommes. Ça rejoint les chiffres masculins, pratiquement. Chez les jeunes aussi, ça se féminise de plus en plus avec un âge de plus en plus précoce. Même chose pour l'alcool, même chose pour le cannabis. Et on a malheureusement une vulgarisation du cannabis et une banalisation, mis à part la présence des autres substances, la cocaïne, l'héroïne, l'ecstasy, les psychotropes. Et les psychotropes, vraiment, c'est une spécificité tunisienne du moment que ça consomme énormément dans notre société et surtout parmi les femmes. Il y a une prédominance féminine. Mais les addictions aux écrans ne sont pas moindres. Je vous donne des chiffres. Il y a l'enquête Medspat qui a été faite en 2013, 2017 et 2021 pour les régions de la Méditerranée. Oui. Et les chiffres tunisiens nous ont donné en 2021, qui est l'étude la plus récente, concernant les réseaux sociaux. On a un élève sur 3 parmi les collégiens scolarisés entre 16 et 18 ans qui passe plus de 4 heures par jour au cours de la semaine et plus de 6 heures par jour sur les réseaux sociaux pendant les week-ends. 1 sur 3. Donc, ce qui est déjà énorme. Pour les jeux vidéo, il y en a aussi 1 sur 5 qui passe plus de 2 heures par jour en cours de semaine et plus de 4 heures pendant les vacances. Pour les jeux d'argent, l'insamiyouha l'aqmar en tunisien, il y en a 1 pratiquement sur 7 qui utilise ces jeux vidéo au cours de la semaine. Donc vous voyez que la problématique, elle est vraiment là. Il faut en être conscient et il faut s'atteler à rechercher les solutions. Très bien. Alors, dans un monde où le stress est omniprésent, quelle est la relation entre stress, anxiété et comportement addictif? Absolument, le lien, il est quasi permanent puisque l'addiction, elle est utilisée comme souvent une soupape et une solution de facilité pour combattre les émotions négatives en général, la colère, le stress. Et ça se greffe surtout sur des terrains assez particuliers où il y a une prédisposition. Il y a des individus, selon les profils de personnalité différents chez les uns et chez l'autre, qui ont des difficultés dans la gestion de leurs émotions négatives, des gens qui ont du mal à gérer leur colère, ils sont impulsifs, ils ne mesurent pas les risques de leurs actes avant de foncer. Il y a des gens qui ont plus de difficultés à gérer le stress au quotidien. Le stress, il est présent dans la vie de tout le monde, mais il y a des personnes qui arrivent à gérer et d'autres qui n'arrivent pas. C'est la question d'impact qui fait la différence. Il y a des gens dont le stress impacte la vie familiale, professionnelle, sociale, même la santé physique. Et économique aussi. Économique, la santé physique, mentale, on y viendra. Mais en tout cas, le cerveau, il trouve comme solution de facilité à travers l'addiction, puisqu'il enclenche ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Comme son nom le dit, il y a une décharge de dopamine qui est perçue
Oui. par la personne qui y est addicte comme une récompense pour la soulager de toutes ces émotions négatives. Donc, elle va directement vers cette solution de facilité pour réguler ses émotions au lieu de procéder par d'autres moyens qui sont plutôt plus safe et loin de toute addiction et de toute conduite addictive. D'accord. Alors pourquoi certaines personnes trouvent refuge dans le tabac, l'alcool ou même les réseaux sociaux lorsqu'elles sont sous pression? Effectivement, c'est la vulnérabilité, l'incapacité de gérer ses émotions. C'est aussi les facteurs environnementaux. Il n'y a pas que les facteurs qui viennent de l'individu, de son profil de personnalité. Il y a tout le vécu. Que ce soit le vécu du passé, ce qu'on a subi depuis notre enfance, depuis notre jeune âge, il nous impacte jusqu'à l'âge adulte. Et on ne le sait pas. On ne le sait pas et parfois on n'est même pas conscient et il suffit de demander de l'aide à un professionnel qui va creuser et faire émerger tout ce qui est amphi dans notre passé pour une prise de conscience déjà. Alors à qui il faut s'adresser dans ce cas-là? Justement, il faut s'adresser aux professionnels de la santé mentale, aux thérapeutes, aux psychothérapeutes, aux addictologues qui sont capables de traiter cette forme d'addiction et capables de nous aider à travers les différents moyens de psychothérapie, plus ou moins des traitements médicamenteux à gérer ce stress-là, mais vraiment, mis à part le passé qui peut être source de psychotraumatisme carrément au maximum des cas, notre présent aussi. Le rythme au quotidien, le rythme, que ce soit pour les jeunes des études, cette course effrénée vers l'excellence, vers les bonnes notes, le lycée pilote, etc. La demande, la pression exercée par les parents, ou même de vouloir voir son enfant être le premier de la classe, alors que sa santé mentale et son épanouissement est sérieusement compromis. On oublie que c'est ça la priorité des priorités. Au travail, à l'âge adulte, cette pression pour avoir un rendement exemplaire, pour plaire à son chef, pour être rémunéré, pour être promu dans le grade. Absolument. C'est bien d'avoir des ambitions dans la vie, on ne dit pas le contraire, mais il ne faut pas se laisser submerger par cette quête de l'excellence au point de mettre sa santé mentale et son bien-être en jeu. Très bien. Alors, quels sont les signes d'une dépendance? Comment on peut le savoir? Tout simplement, lorsqu'on ne peut pas s'empêcher de perpétuer ce comportement, cette conduite addictive. C'est la notion de perte de contrôle. C'est-à-dire, la nuit, je ne peux pas m'endormir sans passer quelques heures avec mon écran. Je peux être scotché à mon écran à longueur de journée. Je le consulte même quand je suis en train de prendre ma douche. Il y a des gens qui laissent le portable allumé quand ils sont sous la douche, carrément. On peut à ce point-là, on peut ne pas mesurer le danger de certaines situations et s'exposer à une conduite à risque, comme par exemple manipuler son écran au volant, être au volant, et combien c'est pourvoyeur d'accidents de la voie publique. J'attire l'attention vers ce point-là parce que malheureusement, en Tunisie, on est les champions en matière de chiffres de prévalence des accidents graves de la voie publique. On aimerait bien être champion en d'autres domaines quand même. Et puis, on peut être tout le temps habité par l'idée qu'il faut que je vois qui m'a envoyé un nouveau message, qui a consulté ma dernière photo de profil, qui m'a mis un like, absolument. Et puis, c'est souvent la résultante de l'évolution sociale, cette quête de l'image parfaite. On aimerait ressembler à certaines idoles, à certaines images préfixées qu'on nous impose, qu'on essaie de mettre en application à travers cette vie virtuelle qui souvent ne nous ressemble pas du tout, au point parfois de devenir esclave du virtuel. Très bien. Alors, quelles sont les maladies physiques et mentales qui peuvent résulter d'une consommation excessive de ces habitudes? Absolument, les conséquences, Mahdi, elles sont aussi physiques
et pas que mentale. Mais commençons par le mental parce que, je l'ai dit, c'est une maladie du mental et du cerveau. Ça peut aller des troubles du sommeil, avoir une difficulté à s'endormir le soir ou bien à avoir un sommeil haché, c'est-à-dire on ne s'endort pas profondément, on se réveille plusieurs fois à la nuit, même pour consulter sa messagerie. On peut avoir des troubles de l'appétit, on peut avoir une baisse de tonus, c'est-à-dire on est vide d'énergie, on n'a pas assez d'énergie pour notre fonctionnement normal, on se lève difficilement du lit pour aller étudier ou aller travailler. C'est des effets psychologiques d'une dépendance aux écrans. Et les effets effectivement psychologiques peuvent altérer l'humeur. On peut avoir une humeur déprimée, être dégoûté, c'est-à-dire rien ne nous fait plaisir, rien ne nous attire que ce qui se passe dans cet écran-là et sur les réseaux sociaux, ou à l'opposé, être stressé, tendu, être tout le temps irritable, être angoissé, réfléchir à longueur de journée. Donc on tombe dans l'anxiété pathologique. Mais vraiment, c'est la dépression qui est très inquiétante parce que on peut arriver jusqu'à des dépressions graves qui peuvent mener à des conséquences dramatiques. Et on peut avoir aussi des troubles du comportement, carrément, de l'agressivité, des passages à l'acte, c'est-à-dire soit on agresse l'autre, on devient violent, que ce soit verbalement ou bien physiquement, on est impulsif, on passe à l'action pour un oui, pour un non, ou bien envers soi-même, on peut avoir des comportements violents envers même son propre corps. D'accord. Et les conséquences physiques peuvent retentir sur pas mal d'organes, sur le système digestif. On peut avoir des nausées, des vomissements, on peut avoir des étourdissements, on peut avoir des palpitations qui sont les signes indirects du stress généré par cette addiction. Parce que le stress, comme il peut, on l'a défini au début, surtout l'exposition au stress chronique et à la pression peut être la cause, mais comme je viens de le dire, peut aussi être la conséquence. Donc, comme vous voyez, on a toute la panoplie de troubles ou de gènes psychologiques, mais aussi physiques, qui peuvent simuler parfois des états de pré-infarctus. On peut avoir une douleur thoracique, des difficultés à respirer, une soif d'air, on a l'impression qu'on va s'étouffer complètement, on peut avoir carrément des attaques de panique. Et tout ça Donc l'excès n'est pas bien, toujours. L'excès nous rend malade, c'est une maladie. Très bien. Alors, selon vous, quelles mesures préventives les familles et les écoles peuvent-elles adopter pour protéger les enfants et surtout les adolescents en général? Je te remercie pour cette question parce que tu as déjà d'emblée mis en relief deux rôles primordiaux qui sont celui de la famille d'un côté et du milieu éducatif d'un autre côté. Tout commence par la famille. Si on est bien encadré, si on est bien écouté, et là j'insiste sur le fait qu'on ne va pas réprimander son enfant parce qu'il est scotché à son écran, on va le laisser sans argent de poche, on va le priver de sortie. Au contraire, le moins il sera épanoui, le plus il se tournera vers ces moyens-là pour compenser et pour se sentir soulagé. Au contraire, il faut écouter, l'écoute active, l'écoute empathique. Il faut montrer à son enfant qu'il est aimé, qu'il n'est pas abandonné, qu'on est là pour l'aider, qu'on comprend ce qui lui arrive, rechercher les causes, lui demander qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi tu te sens mal, parce que si on ne remonte pas à la cause, on ne pourra jamais atteindre la solution efficace. Donc il faut parler. Il faut communiquer. Oui. Vraiment, communiquer, c'est à notre degré. On peut parler sans communiquer. Il faut absolument communiquer de manière positive, la communication positive. Et puis, pas de répression, pas de réprimande. Et pas non plus d'approche aversive basée sur le choc. À l'école aussi, c'est pas un enfant qu'on va sortir exclu à tous les coups, qu'on va tout le temps lui le sanctionner et recourir aux sanctions disciplinaires. Bien sûr, si on en arrive à des comportements graves, violences, etc., il faut appliquer la loi, certainement. Faudrait-il peut-être
lancer des campagnes de communication et de prévention dans la lutte contre les addictions aujourd'hui? Absolument, ces campagnes-là doivent être interdisciplinaires, Oui. c'est-à-dire c'est le milieu scolaire qui va intervenir, ce sont les associations, c'est aussi les médias. Votre rôle, il est primordial en matière de prévention et de sensibilisation parce que la première mesure en matière de prévention, c'est expliquer et sensibiliser les gens par rapport aux dangers de ces conduites addictives et notamment auprès des jeunes, essayer de diffuser ces messages de sensibilisation dans les moments clés, par exemple pendant le Ramadan, quand toute la famille est devant la télé, par exemple pendant l'été, là où il y a des festivités, ces pauses publicitaires qui passent à la radio ou à la télé au moment où l'audimat est à son top, on en profite pour passer des messages productifs. Et aussi sur les réseaux sociaux, étant donné on est tous connectés. J'allais y venir, il Oui. faut être dans l'air du temps et ne pas se contenter des moyens de communication classiques. Il faut utiliser les nouvelles technologies. Justement, ces réseaux sociaux qui étaient source d'addiction, on va les apprivoiser Tout à fait. et les détourner vers un usage positif qui va plutôt nous protéger de ces conduites addictives en passant plutôt des contenus attrayants aussi, en plus de la sensibilisation. Un jeune qui va trouver un contenu attrayant, il va se tourner vers ça plutôt que vers un jeu qui va générer, par exemple, une conduite addictive ou bien vers une consommation excessive de vidéos Oui. ou d'images redondantes. Et puis surtout, l'épanouissement. L'épanouissement, travailler sur les moyens lucratifs Oui. qui sont utiles, agréables et non nocifs, qui vont remplacer ces moyens nocifs. À chaque fois qu'on va encourager nos jeunes et nos moins jeunes Oui. d'aller vers le sport, vers les activités Absolument. culturelles, artistiques, faire de la danse, aller voir du théâtre, une pièce de théâtre, pourquoi pas en famille ou entre amis, aller faire une activité de loisir, qu'elle soit sportive ou artistique, agréable. Voilà, des activités Agréable. instructives. Instructif, mais joindre l'utile à l'agréable. Oui. Il faut que ça soit perçu par la personne comme un moyen de défoulement, comme une soupape, au lieu de se tourner vers l'autre soupape qui n'est qu'une chimère, qu'une illusion et en plus qui a des effets délétères. Et puis Très tout bien. ça doit être appuyé par tout ce qui est effort institutionnel. Voilà. Alors, comment aider une personne qui reconnaît être dépendante, mais ne sait pas comment s'en sortir? Parce que les personnes fortement addicted, ont-elles besoin peut-être d'un accompagnement psychologique, médical, ou bien les deux? Absolument. La première aide, c'est déstigmatiser l'addiction. Oui. C'est-à-dire, à chaque fois que la personne va être comprise, écoutée, elle ne sera pas pointée du doigt, elle aura plus de facilité et sera encouragée et motivée pour aller chercher de l'aide. Parce que si elle se sent jugée, elle va se dire ça sert à rien, je suis jugée, je suis dans un tribunal, je suis sur le banc des accusés et personne ne va me tendre la main. Au contraire, si on se sent bien écouté, bien compris, on va demander de l'aide plus facilement parce que parfois la personne qui souffre d'addiction, Oui. elle redoute même la stigmatisation et le jugement du professionnel de santé aussi. Elle a honte de dévoiler son addiction parce que pour elle, elle peut être jugée à cause de ça. D'accord. Donc déjà, travailler sur ça. Et puis, encourager cette personne à aller vers les personnes qualifiées. Et là, j'insiste sur la qualification scientifique, parce qu'on a pas mal d'intervenants qui n'ont pas les qualifications requises. Il faut, encore une fois, se tourner forcément vers les professionnels de santé et experts en santé mentale et en addictologie, D'accord. qui peuvent aider avec des soins de psychothérapie et déjà diagnostiquer correctement la problématique et outiller pour la traiter et la prendre en charge, mais aussi vers les autres personnes qualifiées en matière de coaching sportif, en matière de coaching artistique, etc. Parce qu'on a aussi des sportifs ou des artistes
qui sont formés en matière d'art-thérapie, par exemple. Comment utiliser l'activité artistique dans un but thérapeutique. Ils peuvent, ces artistes-là, intervenir de pair avec le professionnel de santé. Donc, ça devient un effort interdisciplinaire, un effort réunissant les différentes disciplines de différents secteurs. D'accord. Alors, enfin, quel message d'espoir ou de prévention aimeriez-vous adresser à nos auditeurs qui se sentent piégés par une forme d'addiction? Donc, ça va être le mot de la fin, rapidement. Rapidement, et je finis toujours sur une note d'espoir. Surtout, ne pensez pas que c'est trop tard. Oui. Il n'est jamais trop tard pour demander de l'aide, pour bien faire. Oui. Et il n'est jamais trop tard pour demander de l'aide. Oui. Allez-y, demandez de l'aide. Soyez certain que vous allez être compris. Ce n'est pas une honte de parler de votre addiction aujourd'hui. On ne va pas vous priver de vos loisirs. On va juste vous aider à les apprivoiser, à les utiliser de manière rationnelle. On est dans une ère de technologie, l'ère de l'intelligence artificielle, l'ère où on doit maîtriser toutes ces nouvelles technologies. Soyons maîtres de la situation, ne soyons pas esclaves. Très bien dit, vraiment c'était très enrichissant. Alors l'interview d'aujourd'hui touche à sa fin. Merci Dr Fethi Driss. Je rappelle que mon invité était Dr Fethi Driss, qui est médecin tabacologue et addictologue à l'hôpital Razi et experte en communication. Dr Fethi Driss, merci pour ce bel échange par rapport au sujet d'aujourd'hui, à savoir stress, dépendance et quête d'échappatoire. Comprendre et combattre les nouvelles formes d'addiction dans une société moderne. Je remercie l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui, à savoir Talak Drissi pour sa précieuse collaboration technique et Sofiane Benjima côté création de contenu digital. Mesdames et messieurs, et côté micro, c'était là Mehdi Kantaoui. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis dans l'espoir de vous retrouver en fin de semaine avec Academix, Panache et Destination Tourisme diffusés en direct sur les ondes RTCI. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et surtout ne cessez pas de nous écouter et restez toujours fidèles à nos ondes d'RTCI. Allez, bye. Ciao. Pile à l'heure.